Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir, bienvenue sur Radio M. Nous sommes en direct pour ce CPP, le Café Presse Politique. Il est pile 18h. Bonsoir à tous nos invités. Abd Sharaf, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ihsan Qadi. Bonsoir. Bonsoir Mehdi Boukhalfa. Bonsoir. Bonsoir Saïd Jafar. Bonsoir. Bonsoir Akram Khalif. Bonsoir. Alors, la question habituelle avec laquelle on commence l'émission chaque mercredi. Abd Sharaf, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces 2 dernières semaines, parce que vous n'étiez pas là la semaine dernière? C'est ce qui se passe en Colombie, avec un accord de paix, un prix Nobel, l'accord de paix rejeté par référendum. Et malgré ça, le président colombien a décidé de lancer des pourparlers avec un autre groupe armé, ce qui prouve que ce ne sont pas forcément c'est un ancien ministre de la Défense. Et donc, on peut être ministre de la Défense et être un politique qui a une autre vision que de faire la guerre. Comme Shimon Peres, non, c'est pas le même. Non, ça n'a strictement rien à voir. Oui, ce sont 2 hommes totalement différents. Ihsan Qadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est l'escale de l'Europa au port d'Alger. C'est un bateau de croisiériste. Il y a eu 230 touristes européens qui se sont promenés à Alger. C'était très agréable. Oran et Skikda. Ils avaient fait Skikda auparavant et Oran ensuite. Et quand on parle beaucoup d'économie, de diversifier l'économie, des touristes allemands qui se promènent sur la baie d'Alger, auprès de la baie d'Alger, c'est ça la diversification. C'est par là qu'elle doit commencer. Le bateau a fait escale à Alger aussi? Oui, bien sûr. Mehdi Boukhalfa, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Je pense qu'on devine un peu. Bon, non, ce qui m'a marqué, c'est un peu cette réaction de l'association des concessionnaires AC2A qui prépare les Algériens l'année prochaine, qui disent comme quoi les prix des véhicules vont augmenter de 15 à 20%. Pour moi, c'est déjà ils sont incapables de fournir le marché local comme il se doit. On parle de lobby et maintenant ils préparent les Algériens pour des prix extrêmement prohibitifs. Il y a l'occasion, Abdé est en train de vendre sa voiture. Et là, ils te disent que c'est parce qu'il y aura des dévaluation du dinar. Saïd Jafar. Alors, la déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur, qui dit que les étudiants algériens sont mal nourris, mal transportés. Il aurait pu aussi dire qu'ils reçoivent un mauvais enseignement. Mais bon, c'est le ministre en titre qui a été quand même recteur de l'université d'Alger de 1996 à 2015. Et donc, ça pose, est-ce que c'est un opposant qui est à la tête du ministère de l'Enseignement? C'est la question à donner aux étudiants en Sciences Po à Alger. Akram Khalif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Essentiellement la levée de l'obligation de crédit documentaire pour les importations. C'est tout récent. Ouais, ça daterait d'aujourd'hui. Enfin, l'information date d'aujourd'hui et ça serait en préparation. C'est important parce que là aussi, ça nous renseigne sur le degré de sérieux des gens et de leur vision, parce que bon, on sait pas, ils veulent limiter, ils veulent pas limiter. Ah oui. 2009. Alors nous allons commencer la première partie du CPP, le Café Presse Politique, avec un peu l'événement politique régional, puisque nous parlons beaucoup de nos voisins maghrébins. Ce sont les élections législatives au Maroc du 7 octobre dernier qui ont vu la victoire du PJD, le Parti Justice et Développement, qui a déjà remporté les élections il y a 5 ans. Il remporte ces élections. Le Premier ministre est reconduit dans ses fonctions. Ihsan, est-ce que c'est la victoire de la démocratie au Maroc ?
Enfin, je pense que c'est Mehdi Boukhalifa qui était sur place qui va nous le dire si le scrutin était juste, honnête et transparent. Et c'est surtout les Marocains ont participé en grand nombre à l'expression du suffrage universel. Moi, je dirais que la monarchie marocaine a consolidé son institution en donnant l'image d'un État qui garantirait aux citoyens le choix de ses représentants politiques. C'est l'image qu'arrive à transmettre petit à petit le Maroc, et de ce point de vue-là, il donne l'impression à ses partenaires, notamment occidentaux, qu'il est plus en avance qu'un pays comme l'Algérie. Abed Sharif, comment est-ce que vous avez suivi ces élections législatives au Maroc? D'assez loin, je dois dire. Mais moi, ce que je note, c'est que le Maroc s'est installé dans une espèce de ronronnement électoral et que ça va bien avec la société marocaine. C'est quelque chose qui permet d'absorber des énergies, de la contestation. Ça ne change pas grand-chose dans la vie politique du pays, dans la gestion du pays, mais ça permet, disons, d'éviter beaucoup de clivages. Et en parallèle, il y a un État marocain qui essaye d'avancer sur un certain nombre de choses, notamment dans l'économie, dans le tourisme, etc. Le tourisme marocain, ça n'a rien à voir avec le PJD quand même. C'est un monde qui est totalement à part. Et donc le Maroc réussit avec un peu de bonheur à faire cohabiter ces mondes-là. Je trouve que c'est assez intéressant, sauf que est-ce que ça permet de concevoir un avenir réel sur le long terme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut voir ce que ça va donner dans les années à venir. Mehdi Boukhalifa, vous êtes journaliste. Vous étiez au Maroc pour couvrir ces élections législatives pour Maghreb émergent. Donc vous étiez était le seul Algérien. Oui, et nous allons en parler. Ça, c'est pas normal aussi. Vous étiez le seul journaliste algérien présent là-bas. Donc vous avez vécu de très près ces élections. Que pouvez-vous nous dire ce soir? Bien, tout d'abord, il faudrait revenir un peu en arrière. En 2011, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle le printemps arabe, le Maroc n'a pas échappé à ce mouvement social et a vécu particulièrement des moments douloureux en 2011, lorsqu'il y avait le mouvement du 20 février, dont les militants ont été durement réprimés par l'État marocain, le régime marocain. Il y a même des jeunes qui sont morts. Donc, c'est-à-dire, il faudrait replacer un peu ces élections dans leur contexte, à savoir qu'en 2011, le mouvement du 20 février, les jeunes, la société civile marocaine, les ONG qui ont été les oubliés de ces élections, ils avaient revendiqué une chose très très simple, une monarchie parlementaire. Voilà. Acculé le roi, sous la pression occidentale, a fait machine arrière, il a remodelé une constitution, mais sur mesure, taillée sur mesure pour lui, pour le Makhzen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le PJD qui est gagnant, qui remporte les premières élections, parce que il y avait disons, une certaine pression des islamistes à ce moment-là. Et ce qu'il faudrait, d'ailleurs les résultats de ce second scrutin le démontrent, les partis qu'on dit de gauche, la Koutela, vous avez le PPS, vous avez l'USFP, l'ancien UNFP, et l'Istiqlal. Là-bas au Maroc, ils vous disent que ces partis sont dépassés. La gauche au Maroc, elle est dépassée. La gauche et les nationalistes. Voilà. L'Istiqlal, c'est les nationalistes. Oui. Donc, l'USFP seulement 20 sièges. L'USFP, écoutez, l'USFP, il y a une anecdote actuellement au Maroc qui te dit que l'actuel chef du parti, ex-bâtonnier du Maroc, avocat, il est très connu sur la place à Rabat. Actuellement, ils te disent qu'il est en train de faire fuir les militants. Quand il y a une contestation au sein de l'USFP, l'ancien NFP de Mehdi Membarka, il dit quelque chose de très très simple, Ardarbi Wasa. C'est-à-dire que tous les militants du USFP se retrouvent maintenant au niveau de l'Istiqlal, sinon du PJD. C'est un dernier élaboré. C'est plus rapide. Donc, pour revenir à ces élections, bon, ça s'est passé comme les précédents se sont passés. C'est-à-dire que c'est le roi, en définitive, qui rafle la mise, comme vient de l'expliquer Ihsan. Mais par contre, on revient sur un truc très très important, c'est que les mouvements, les ONG, les mouvements de la société civile, cette fois-ci, comme la première fois, elle a été complètement ignorée, complètement marginalisée. Est-ce que ça ronronne ou ça ne ronronne pas? Ça ne ronronne pas, ça ne ronronne pas. C'est-à-dire que les ONG marocaines maintenant sont dépassées, sinon
comme les gars du GADEM, le groupe d'action de défense des immigrés des migrants, te disent que, en principe, les partis politiques doivent prendre en charge les revendications des ONG, à savoir liberté d'expression, démocratie, on a déjà quand même la limite avec le taux de participation. Voilà. Le taux de participation, il faut en parler parce qu'il est officiellement de 43%. C'est presque le même que lors des dernières élections en Algérie. Alors, vous étiez présent là-bas et à votre avis, beaucoup moins de Marocains se sont vraiment déplacés aux urnes ce jour-là. Bien sûr. Bon, écoutez, on va revenir un peu aux élections de 2011. En 2011, c'était à peu près le même taux, c'était 45-4%. Donc, on est à peu près dans la même fourchette. Pour cette année. Bon, sur place, c'est-à-dire, quand vous savez, le Maroc, c'est un peu comme l'Algérie. Le cœur des villes, c'est la Médina, ce n'est pas les villes, si vous voulez, occidentales. À Rabat, ou bien à Casablanca, dans les Médina, on vous dit que ces élections, ça ne nous concerne pas. Ce sont les partis politiques entre eux qui se partagent le gâteau. Ils ne le disent pas sous cette expression, mais à Rabat, vous circulez, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un scrutin. Moi, personnellement, je suis descendu le jour du scrutin au fief du PJD, à la seconde ville jumelle de Rabat, Salé, cela. Et croyez-moi, je suis revenu déçu. Il n'y avait personne dans les rues. Il n'y avait personne. Donc on ne sent pas que c'est un pays qui vote. On ne sent pas qu'il y a un esprit d'élection. Le siège du PJD, il y avait une petite permanence. Vous n'avez pas les premiers responsables. Qui étaient, bien sûr, ils étaient en course. Finalement, l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'une démocratie limitée ou sous surveillance, les gens ne marchent pas. Une bonne partie de l'électorat... Pour vous, c'est la raison pour laquelle le taux d'abstention est très élevé. Vous avez le sentiment que quel que soit X, le parti qui arrive, que les choses sont déjà corsetées ou le palais continue à gérer les choses, vous pouvez ne pas avoir envie d'aller voter, de participer à quelque chose. Comme en Algérie, vous avez énormément de gens. Moi, je voulais parler de ça. Moi, je suis frappé. Moi, je suis frappé par la similitude avec la carte électorale de l'Algérie et le système de pouvoir. Donc, vous enlevez palais, vous mettez présidence. Les partis, vous avez en gros 3/3, donc islamistes modérés, bureaucratie d'État et on va dire un courant historique nationaliste. Et ils sont là et donc c'est bien installé dans ce confort. Donc malgré cette différence que nous prétendons très importante entre les sociétés algériennes et marocaines, on a exactement le même schéma de pouvoir qui se reproduit avec un acteur central qui est historiquement le pouvoir en Algérie et le palais au Maroc. Vous dites la même cartographie, le même schéma, sauf que chez nous, les islamistes ne gagnent pas. Ça veut dire qu'en 2011, ils ont gagné. En 2016, ils ont gagné. Lors des dernières législatives, les islamistes n'ont pas été bien placés. Je peux te proposer, si tu veux, une explication à cela. Oui. Moi, je pense que la différence, le parallèle est juste. Il y a aucun problème. L'institution royale au Maroc est plus forte que les institutions de pouvoir algériennes. Et elle s'est consolidée. En fait, ce qui a changé depuis 30 ans, il faut voir un peu d'où on est parti. Double tentative de coup d'État au milieu des années 70. Sur 2 ans, Skhirat et le coup de l'avion. L'institution monarchique est déstabilisée, complètement déstabilisée. Quelques années avant, Hassan II a fait assassiner Ben Barka, leader de l'opposition à Paris. Oufkir, c'est un homme du Sérail. Ouais. Alors, il y a eu un ravalement qui a permis de, si on prend ce point de départ et on arrive aujourd'hui, l'institution monarchique aujourd'hui est infiniment plus forte. Un des acteurs, un des instruments qui a permis de consolider c'est incontestablement la question sahraoui. C'est essayer d'envoyer l'armée sur un front, de la mobiliser sur une question, l'occuper sur un terrain, et essayer de recréer un élan patriotique autour de cette question-là. Le deuxième instrument, et c'est sur cette question-là, je pense que les Marocains ont été, et l'institution monarchique a été beaucoup plus intelligente et beaucoup plus habile que le pouvoir algérien. Ils ont été plus loin dans la démocratie de façade. Ils ont organisé des cohabitations.
l'équivalent du FFS marocain a gouverné au milieu des années 90. Le SFP avec M. Youssoufi en 86. Avec M. Youssoufi. On n'a pas eu une expérience comme ça en Algérie. Et aujourd'hui, le PJD, depuis 2 mandats, et visiblement de manière tout à fait normale par les urnes, on aurait pu penser que ça pouvait arriver en Algérie. C'est arrivé avec les salafistes, c'est pas arrivé avec le courant frère musulman qui est le courant frère de celui du Maroc. Donc, oui, il y a un parallèle, mais les histoires particulières sont différentes et le royaume marocain va plus loin dans son expérience. Vous avez parlé de l'alternance. Avec une nuance que le PJD n'a pas la majorité. Il est le premier, mais il n'a pas la majorité. Vous avez parlé de l'alternance de 1997 avec notamment le Premier ministre de l'époque, leader de l'opposition, Abdelrahmane Yousfi. Aujourd'hui, c'est un autre Premier ministre. Il est en poste depuis 2011 et c'est une question essentielle. Premier ministre depuis 5 ans et le roi a décidé de le reconduire, Saïd Jafar. C'est important. Il aurait pu ne pas le reconduire. Il aurait pu. En fait, c'était une des questions qui se posaient. On a fait dire, je ne sais pas si c'est vrai, que le roi ne supportait plus le Benkiran, etc. Et une des questions qui se pose, la Constitution est très claire. Le roi est tenu de désigner le Premier ministre dont le premier parti arrivé. Mais la Constitution ne précise pas qu'il doit nécessairement désigner le secrétaire général du parti. Et donc, quand tu ne mentionnes pas de manière très précise les limites du roi, il n'y a pas de raison. Ça veut dire qu'il peut se permettre. Donc le roi pouvait se permettre de fouiller à l'intérieur du PJD, de trouver un sultani qui pourrait vouloir jouer le jeu. Et donc, non, il a respecté la chose, il a reconduit Benkiran. D'autant plus que ce geste, justement, c'est un symbole que le roi veut qu'il y ait continuité. Avec le même... de toute manière, les partis qui sont sortis par les urnes vont être représentés au niveau du prochain gouvernement, sauf le PAM, qui nous a dit à Maghreb émergent que nous n'allons pas travailler avec ce gouvernement, même s'il nous consulte. Il y aura également, on a appris aujourd'hui... Le PAM qui est né en 2008, en 2008, le PAM. Oui, il ressemble au RND. Il est né en 2008. Et l'USFP ont confirmé aujourd'hui même qu'ils vont rester également dans l'opposition. Mais par contre, l'Istiqlal a envoyé 2 de ses membres du comité exécutif justement négocier des postes clés au niveau du gouvernement Benkiran avec le PJD. La différence avec le RND, c'est que le RND avait gagné les élections 2 mois après sa création. Donc voilà. Le PAM apparemment attend encore. Alors, il y a le cadre de l'Union constitutionnelle qui a été créé en 1984 par et qui a gagné l'année suivante avec Mat et Bouhabid et a gagné les élections une année après. Quelles seront aujourd'hui les prérogatives du Premier ministre marocain? Est-ce que ce sera toujours le roi qui va diriger le pays? Ou est-ce que le Premier ministre aura des fonctions plus fortes? Akram, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera toujours le roi, il ne faut pas se faire d'illusions. Je suis en train de vous écouter un petit peu ébahi, en train de parler de la démocratie marocaine ou du modèle démocratique marocain. Je reste réellement dubitatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions sur le papier qui sont faites et tout, mais il faut pas se mentir. Le Maroc est aujourd'hui, malgré un parlement démocratiquement élu, est toujours un narco-État. Est toujours le premier exportateur de drogue au monde, de hashish au monde, est un pays qui occupe un autre pays, un autre territoire, et on ne voit pas là... C'est là la performance, justement. C'est d'être ça et de pouvoir donner l'image qu'il donne de lui. C'est ça la performance. C'est en cela que... Enfin, le seul point où je serais réellement reconnaissant des efforts marocains, c'est la qualité de leur management. Les Marocains savent tout gérer, savent gérer leur politique, savent gérer leur image. La diplomatie de la Mamounia, on le voit bien, sans argent, sans rien du tout, ils arrivent à fédérer autour d'eux pratiquement toutes les chancelleries occidentales, alors que l'Algérie, avec de l'argent, avec une réelle puissance, n'y arrive pas.
Donc, En fait, la Mamounia qui est l'hôtel préféré de Jean-Pierre Elkabbach. Il ne faut pas oublier quand même que le mouvement du 23 mars, c'est ça 28 février. L'étalon de mesure, c'est une monarchie constitutionnelle qui est souhaitée, c'est-à-dire une monarchie qui ne gouverne pas. On en est très 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 loin. Et donc, c'est pour abonder dans le sens de non, il y a un problème de tiers-État au Maroc. On est au 16e, 17e siècle. Si j'ai peut-être donné l'impression qu'effectivement, parce que j'ai dit que c'est le Maroc, la façon de gouverner du Maroc, et donner l'idée ou l'impression qu'ils étaient en avance sur l'Algérie, sur les questions démocratiques, je voudrais quand même apporter des bémols importants. Enfin, Mohamed VI n'est pas un champion de la démocratie, ils s'en font beaucoup, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un modernisateur autoritaire qui est prêt à piétiner les libertés si ça vient entraver ses projets. L'étalon, pour nous journalistes, qui permet d'évaluer cela, c'est quand même l'état des libertés de la presse. Il y en a d'autres, l'état des droits de l'homme. Voilà, je voulais parler du desk. Le desk est l'expression de l'impossibilité de faire du journalisme indépendant au Maroc. C'est une équipe qui a fait. Parler d'Ali Marab. Absolument, qui est parti depuis longtemps, ou de d'autres qui avaient fondé le journal à l'époque, etc. Le desk a été obligé de quitter le système du modèle économique par la publicité pour aller vers le payant, parce que dans le système de la publicité, si tu sors des contenus qui perturbent, tu es sûr d'être boycotté par les annonceurs. Et donc ils ont tenté le modèle payant pour ne dépendre que de leurs lecteurs. Et évidemment, il y avait un gros pari parce que Maroc n'est pas la France et il n'y a pas les possibilités que Mediapart a pu avoir en France. Et donc c'est une expérience qui est en train de, malheureusement, apparemment tourner court. J'espère qu'elle s'en sortira. Beaucoup de difficultés en France également. Qui se termine pour le desk par un joli baroud d'honneur en appelant le Maroc à sortir de la sale guerre du Yémen. C'est quand même bien. Et puis sur le domaine de la presse, il y a justement une icône de la presse marocaine qui a disparu. C'est El Bayan. Oui, du PPS. Oui, c'est El Bayan. Les communistes. Pourquoi? Pour des raisons. Et ça, Saout al-Harar a aussi disparu. En Algérie, il est toujours. C'est des époques, mais ça dépend toujours sous quel angle on regarde les choses. Et il y a cette manière que nous, Algériens, surtout ceux qui ont vécu l'expérience de l'ouverture démocratique du début des années 90, on a un référent en tête. Ce référent commence à devenir pesant pour nous, parce que c'est un moment unique qui a très peu de chances qu'on puisse revivre ou qu'un autre pays puisse le revivre. La démocratie au Maroc, c'est autre chose. Ceux qui sont en train de la gérer essayent de voir comment gérer le pays sans qu'il y ait trop de heurts. C'est ça leur préoccupation. C'est comment essayer d'aller à des changements doux éventuellement, ou pas de changement du tout. Comment essayer de coller au monde, essayer de coller à l'Europe. Et donc, sur ça, ils ont indéniablement un certain nombre de succès. Par contre, là où ça ne marche pas, c'est que cette situation, ils ont la même force d'inertie que nous avons en Algérie. Et donc, il y a un État qui a des aspérités modernes, qui est très branché sur l'Europe. Il y a un truc, moi, qui me choque, c'est que les subventions de l'Union européenne pour le sud de la Méditerranée sont immenses. Il y a de l'argent fou. Les Tunisiens et les Marocains prennent tout l'argent qui est disponible. Les Algériens n'en prennent rien. Donc, ils savent prendre ce qu'il faut, là où il faut. Oui. C'est très intéressant pour eux. Et donc, avec ce qu'ils ont, ma foi, nous, on souhaiterait, on dit que c'est rien du tout, c'est une démocratie de façade, etc. Mais il y a quelque chose qu'ils ont bien réussi, c'est établir des espèces de consensus sur un certain nombre de dossiers. Il y a un consensus au Maroc selon lequel le gouvernement, comme en Algérie, gère une espèce de vie politique de façade. Les choses réelles, les décisions réelles se prennent ailleurs. Et les acteurs, les grands acteurs acceptent ce jeu. Bon, c'est comme ça. Pour revenir à ce qu'a dit Saïd. Les électeurs perçoivent de manière très claire que c'est un jeu. Voilà. Et pour revenir à ce qu'a dit Saïd concernant les subventions européennes, effectivement, c'était un choix de l'Algérie de dire nous, on ne prend pas l'argent. Il faut le rappeler. À l'époque, on avait beaucoup d'argent, donc ils disaient nous, on prend que l'expertise et pas d'argent. Pour revenir à ce que vous avez dit sur caché ou pas caché, aujourd'hui, quand on parle des résultats de ces élections marocaines, l'islamisme, est-ce que vous avez l'impression que l'islamisme au Maroc a de l'avenir devant lui? Parce que
quand vous voyez en Tunisie, l'expérience islamiste n'a pas marché, en Égypte non plus. Pourquoi ça marche au Maroc? Vous avez au Maroc le grand mouvement du Cheikh Yassine qui ne participe pas au jeu électoral, qui est très puissant, qui a le jour où il se décidera d'aller dans des élections, je crois pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On est dans des hypothèses. Voilà, l'un des consensus actuels au Maroc, c'est que, on va dire, l'équivalent du fils marocain reste à la marge. Donc, le consensus se fait. Et j'ai l'impression que même ce mouvement politique accepte cette situation. Tout à fait, pour l'instant. Je ne sais pas quelle est son analyse politique, des considérations régionales ou internationales. Il accepte cette situation politique qui fait que ça reste gérable pour le palais. La situation reste gérable. Mais il faut ajouter, il faut préciser le caractère d'islamiste. Parce que tu disais, Khaled, les islamistes, la société marocaine, comme la société algérienne, est traversée par les mêmes courants religieux. Le salafisme, les frères musulmans, le tekfirisme parfois, les moukhriji. Maintenant, on a de plus en plus de groupuscules qui prennent de plus en plus de place dans l'espace politique. Donc aujourd'hui, c'est très dur de qualifier un parti politique d'islamiste ou pas, parce que vous avez des partis qui ne sont pas franchement islamistes, qui sont traversés par ces mêmes courants et qui ont des dans le jeu parlementaire qui ont. Il est dans l'affiliation des frères musulmans. Ah, clairement, c'est clairement. Ça au moins on le sait. Et il faut le différencier, parce que aujourd'hui les frères musulmans sont devenus une sorte de troublion dans la mouvance islamiste et attirent plus d'opposants de la part d'autres islamistes que de la part de gauchistes ou de centristes. Alors Mehdi Boukhalifa, vous étiez au Maroc concrètement maintenant. Le PJD n'a pas la majorité absolue avec 125 sièges. Que va-t-il se passer? Comment va se former ce gouvernement? Puisque Ben Khélan a été officiellement chargé de former l'équipe. Oui, d'accord. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est les négociations pour la formation d'un gouvernement de coalition ont déjà commencé juste après la reconduction d'Abdellah Ben Khélan au poste de Premier ministre lundi. Donc, les informations que nous avons actuellement, c'est que apparemment l'Istiqlal, qui a obtenu 46 sièges, est arrivé en 3e position. Apparemment, il est actuellement en train de négocier des postes sensibles, comme les postes de l'économie, l'agriculture, le tourisme. Il y aura également l'Union constitutionnelle avec 19 sièges. Il y aura le RNI, ils se disent eux-mêmes des partis des libéraux, des chefs d'entreprise. Qui est déjà membre de la coalition. Il est déjà au niveau du gouvernement avec Mouzoua aux affaires étrangères, qui a 37 sièges. Il y a le mouvement populaire de Ahmed Lansar qui va participer au gouvernement, comme il l'a toujours fait depuis sa création en 1957. Il y aura le PPS de Abdelnabil Abdellah, l'actuel, ministre de l'Habitat sortant, qui a toujours fait partie des gouvernements. Donc, on se dirige vers une coalition. Donc, une coalition, disons, très PJD, très Le grand point d'interrogation, évidemment, ça reste le PAM. Ça veut dire c'est le parti de l'ami, du proche du roi du Maroc, qui arrive 2e de ces élections. Il a dit qu'il n'allait pas participer à cette coalition. Il attend quoi, le PAM? Les prochaines élections pour diriger? C'est un parti qui monte aujourd'hui au Maroc? Eh bien, écoutez, le PAM jusqu'à hier ne fera pas partie du gouvernement. Bien avant le 7 octobre, 1 ou 2 semaines avant les élections, il a fait une interview à un média français où il dit tout simplement que si le PJD gagne, le PAM va entrer dans l'opposition et nous ne travaillerons jamais avec ce gouvernement. Et avec tous les noms d'oiseaux pour Ben Khélan. Donc le roi sera dans l'opposition. C'est-à-dire que pas exactement. Je voulais noter. Pas exactement. Peut-être dans cette histoire, c'est de noter que
de facto, c'est un vrai bipartisme qui est en train de s'installer. Donc c'est le Maroc qui le jeu va se dérouler durablement entre le PJD et le PAM. On est dans une configuration espagnole, sauf que la majorité cette fois-ci au Maroc. Bon, j'ai tweeté tout de suite après les résultats qu'on risquait de rentrer dans une situation espagnole, sans majorité suffisante pour pouvoir gouverner. Mais apparemment c'est pas le cas. Tant mieux pour la stabilité politique du Maroc. Mais effectivement, on est dans un système parti populaire PSOE. Un petit peu, avec des acteurs sociaux différents. Moi, je voulais dire un mot sur les islamistes marocains. Ici, au Café Presse, on a beaucoup loué l'ouverture d'esprit de Rennouchi et de Nahda. Et on n'a peut-être pas suffisamment noté que le parti islamiste le plus moderne du Maghreb est peut-être au Maroc. Du point de vue de la gestion. Parce que Nahda a géré et dans un contexte post-révolutionnaire qui était très compliqué, très difficile, et il a échoué après puisqu'il a été battu aux élections suivantes. Le PJD se renouvelle à lui-même. Et il a été l'acteur d'une politique pro-business et très d'ouverture sur le monde, d'accueil des investissements extrêmement agressifs, il n'a pas gouverné tout seul, le PJD, voilà. Donc mais qui est sur les 10 millions de touristes au Maroc. On connaît un peu le contenu de ce tourisme au Maroc, mais cette politique-là. Donc voilà, c'est quand même important. C'est l'objectif de Ammar Roul, 10 millions de touristes en Algérie. Bah oui. Non, moi je dirais un dernier mot. Je dirais deux petites choses sur ce qui se passe au Maroc. Le système marocain est inclusif. Il y a des ministres de beaucoup de partis qui sont pas très forts et donc ils absorbent toutes ces tendances pour garantir. Pour nous Algériens, c'est une docilité, mais pour eux, c'est une participation, c'est une présence. C'est une expérience qui est assez intéressante. La deuxième chose, c'est que le PAM dit qu'il n'ira pas au gouvernement avec le PJD. C'est de mon point de vue parce que c'est un parti qui sait que les choses se passent ailleurs. En Algérie, il faut être Haddad, Bouchouareb, etc. pour pouvoir influer. Au Maroc, on peut influer sans être sans être dans les structures. C'est une différence importante. Merci, Abed. C'est la fin de cette... Avec cette précision, rapidement, que le PAM a été créé en 2008. En 2008, il y avait déjà les islamistes qui avaient déjà la main au Maroc. Ils étaient très influents. Donc, c'est à peu près, avec Hassan, avec Mohamed VI, c'est à peu près la politique de son père. Il faut toujours faire créer des partis pour que aucun parti n'ait la majorité au Maroc. Ça s'est passé avec l'UNFP en 63 et l'Istiqlal. Et ça se passe actuellement avec le PAM. Il vient en deuxième position, il empêche le PJ d'avoir la majorité, il se retire. Merci à vous, Mehdi Boukhalifa, d'avoir été avec nous dans cette première partie. Vous revenez du Maroc. Le CPP revient dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique. Bienvenue à tous pour la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique, avec nos invités habituels. Sans transition, nous restons dans la politique, nous restons dans les élections. On parlait du Maroc tout à l'heure pour parler de l'Algérie et du président Bouteflika qui a ramené un homme politique de son hibernation, en l'occurrence Abdelwahab Derbel, ancien ministre des Relations avec le Parlement, islamiste, lui aussi. Il a été ambassadeur à Riyad, en Arabie Saoudite. Notamment. Et donc, une partie de l'opposition rejette le fait que le président puisse penser à lui pour diriger la haute commission électorale. Que pouvons-nous en dire ?
Il y avait un truc amusant, c'est Mokhari qui dit, même si on ramenait un sahabi à la tête de la haute commission, on ne l'accepterait pas. Parce que c'est le principe de la haute commission tel qu'il a été proposé dans la Constitution. Il devient hérétique, Mokhari, il faut juste rappeler, il faut juste rappeler que l'opposition algérienne de Zeralda a réclamé parmi ses principales revendications pour qu'il y ait de vraies élections en Algérie, l'institution d'une commission indépendante qui est la haute main sur l'organisation des élections, sur le modèle de la commission tunisienne de Kamal Djendoubi, qui a permis l'élection de Nahda sans que personne ne puisse contester ça en octobre 2011. C'est quelque chose qui a été, entre guillemets, offert dans la nouvelle constitution, mais offert à la manière du système, c'est-à-dire complètement dénaturé, avec une dominante de personnes nommées par le président de la République, dont le président qui est proposé est nommé par le président de la République. Et l'opposition dès la constitutionnalisation de cette commission, de cette haute instance, de cette façon-là, a dit ce n'est pas ce que nous revendiquions et nous ne voulons pas de ça. D'accord. Mais cette opposition, déjà, une partie d'elle a annoncé qu'elle participe aux législatives. C'est-à-dire que le président désigne Derbel ou un autre, il va mettre en place la commission qu'il a annoncée, qu'il a mis dans sa constitution, et cette opposition part de manière, on la débandade, puisque certains annoncent qu'ils participent, quel que soit X, avec Derbel ou non, hein. Et donc, leur poids dans cette histoire devient très relatif. Hein, voilà. Alors, vous dites, Saïd, que certains disent oui, sans Derbel ou pas. Est-ce que le nom du président, c'est important? Est-ce que c'est important pour eux de savoir qui va diriger cette instance? Non. En fait, ils rejettent. Il faut le reconnaître qu'ils disent que cette instance, ils la rejettent telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Donc le nom devient secondaire. Hein. L'opposition a commis une erreur de fond au départ en revendiquant cette commission. Une élection démocratique se fait avec une administration neutre, avec des institutions qui jouent le jeu de bout en bout. C'est pas une commission qui va changer la chose, particulièrement en Algérie. Donc, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce consensus sur une erreur. Le pouvoir a récupéré leur erreur et évidemment, il en fait ce qu'il veut, ce qui est tout à fait logique. On en a parlé au CPP il y a très longtemps. Donc, ceci étant consommé, ça c'est consommé. Aujourd'hui, Saïd a dit que des partis ont annoncé qu'ils vont y aller. Ils vont presque tous y aller pour des raisons différentes. Objectivement, un parti qui ne va pas aux élections, c'est un parti qui perd du terrain. C'est comme ça. Ils sont coincés. Ils sont obligés de faire le constat que depuis Zeralda, ils n'ont pas fait avancer les choses. L'opposition n'a pas avancé du tout. Donc aujourd'hui, elle se retrouve au même point. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ne pas aller aux élections, c'est reculer. Aller aux élections, c'est cautionner une démarche. Ça va être douloureux. Y compris pour des partis qui sont plus ou moins complices du pouvoir. Ça va être dur. Et en plus, ils ont un appareil politique qui veut aller aux élections parce qu'ils ont envie de bouffer, ils ont envie d'y être. C'est logique. Et la plupart des appareils de partis qui existent ont été conçus dans cette logique-là. Dans cette logique. Ils ont envie de devenir députés. Oui, certains. On lève bouffer. Allez, on lève. Non, je ne vais pas l'enlever. Ils ont envie d'exister. Pourquoi bouffer? Bon, allez. Non, ils ont. Bouadjara Saltani a envie d'être avec le pouvoir, quelles que soient les conditions. Point. Voilà. Enfin, ce qu'il faudrait dire, c'est-à-dire, on parlait de l'opposition, ils savaient dès le début qu'ils avaient face à eux un pouvoir qui est décidé à aller dans son propre agenda. Et même dans ce cadre-là, ils n'ont pas envisagé l'idée, peut-être, d'aller aux élections dans une forme de coalition qui va imposer l'alternance. Avoir des candidats uniques partout, c'est vrai que ce serait un Zeralda majeur s'ils avaient réussi à ça. Avoir des candidats uniques partout pour imposer le changement de manière pacifique. Ils l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils vont aller, à mon avis, à la perte, c'est-à-dire avec les dosages habituels. Est-ce que, d'après vous, le RCD a un peu court-circuité les autres partis de l'opposition en étant le premier
à dire, non, ils sont pas à les dire premiers, oui il y a d'autres aux élections. qui avaient annoncé. Ils sont pas les premiers. Des gens qui étaient dans Zeralda. Il y avait d'autres qui peut-être pas, on n'en parle pas autant que le RCD. D'une envergure aussi importante. Mais d'autres avaient déjà annoncé qu'ils y allaient. Donc, mais ils vont pratiquement tous y aller. À mon avis, personne ne va être Sofiane absent. Djillali n'ira pas. Voilà, d'accord. Oui, Djillali a déjà déclaré qu'il Parce n'ira que, pas. Lui, il l'a déjà dit. Pourquoi ça vous fait rire, vrai, Abed? c'est vrai. Pourquoi ça vous fait rire, Djillali? Parce que le Jamahir al-Sha'biya qui le suivent, risque de bouleverser la carte politique. Mais en fait, le RCD et la décision du RCD est importante parce que elle donne le là. C'est pour ça qu'elle est importante. Le RCD y va, donc beaucoup de partis vont y aller. C'est le signe, on vient de sonner le départ de la participation. Est-ce qu'on peut dire que la campagne... Ceci dit, ça me permet de dire qu'en 2011, on a accusé le FFS de traîtrise pour avoir participé aux élections. Et il y avait même qui disaient que le FFS est en train d'empêcher une révolution d'arriver. Ça permet aussi 4 ans après de relativiser quand même les choses. À propos du FFS, ce sera la première fois que le parti prendra une décision majeure sans Hossein Aït Ahmed. Ce sera la première législative sans lui. Est-ce qu'on risque de constater le changement vis-à-vis du gouvernement entre le parti et le gouvernement aujourd'hui? Je sais pas, le FFS est sur une trajectoire où il défend une ligne politique assez distincte des autres partis d'opposition. À mon avis, il va y rester. Donc, il va rester dans sa cohérence. Moi, je veux juste constater que, malheureusement, avec la révision de la Constitution de l'année dernière, on a raté une occasion de commencer à dépolariser, d'introduire de la délégation de pouvoir dans le système institutionnel politique algérien. Enfin, j'ai déjà dit ça au CPP, je le répète. Cette échéance aurait pu être l'occasion de donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, d'obliger le président de la République de choisir le chef du gouvernement, le Premier ministre, au sein de l'organisation qui gagne les élections, ce qui aurait donné un vrai challenge politique et je pense stimuler et peut-être intéresser plus des Algériens à cette échéance et ça aurait diminué beaucoup de cette problématique de savoir est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas, etc. Donc voilà, je pense que si ça se passe mal, s'il y a encore de la défection populaire et si on reste dans le contexte d'aujourd'hui, ça sera le cas. C'est très mauvais pour le pouvoir. Donner la primature au parti qui gagne, est-ce que vous êtes prêt donc à avoir Ammar Saadani comme Premier ministre? Si les Algériens choisissent de mettre le FLN de Ammar Saadani, tout comme les Américains pourraient mettre Donald Trump à la tête de leur pays, on est obligé moi je fais partie des gens qui acceptaient la victoire du fils, je serais obligé d'accepter celle de Ammar Saadani. Merci beaucoup. La démocratie est un processus, on peut avoir un mauvais résultat d'une élection. Mais la condition, ça se joue pas sur ce point précis, ça se joue ailleurs. C'est que la pratique politique, la pratique démocratique après cette életion doit permettre au pays de rebondir sur autre chose. C'est ça qui est le plus important. En fait, c'est pour ça que on dira jamais assez à quel point le pouvoir a raté sa révision constitutionnelle. Bien sûr. Il y avait une possibilité de mettre vraiment de la politique dans le Parlement, parce que vous allez parler aux Algériens du Parlement, et ils vont tous ricaner, pour ne pas dire plus. Et mettre de la politique dans le Parlement, fixer le jeu politique de manière sérieuse, de manière à ce que les partis, parce que un Parlement sérieux donne des partis importants sérieux. Et là, les partis, même l'adhésion au parti se fait uniquement parce qu'on veut soit devenir député, soit chercher une responsabilité. Et donc, on est dans un vide politique totalement qui est grave. Donc, on aurait pu avoir Parlement. C'est un sujet qui va revenir souvent, mais en fait, c'est pas l'élection qui est importante, c'est le débat auquel elle donne lieu avant, et c'est la pratique politique et la pratique de gestion qui découle de l'élection.
Et là, on a tout raté. Est-ce que le Parlement actuel n'a pas créé un seul parlementaire digne de ce nom, à part Taliba. Donc, voilà ce que... Oui. Ceci dit, il n'a pas aussi, comme il n'a aucun pouvoir sur le gouvernement, il n'a pas créé aussi de ministre transcendant, hein, il faut le dire. Hein. Donc, on baigne en réalité, c'est ce qui est le plus accablant, c'est qu'on baigne dans une irresponsabilité de l'exécutif qui est totale. Vous prenez le Crédoc, c'est les mêmes pratiquement les gens qui étaient là-bas, ils sont toujours au gouvernement, hein, qui le disent. L'argumentaire pourquoi le Crédoc est inutile a été dit. Vous pouvez aller sur le Maghreb émergent le jour où ils ont créé le Crédoc. 2 semaines après, vous avez un article qui démontait par A plus B que c'était scandaleux, que c'était de l'argent dilapidé. Et donc c'est le même gouvernement qui fait la chose. Donc il revient dans l'irresponsabilité la plus totale. Vous m'avez offert la transition tout à l'heure en parlant notamment de Ammar Saadani. On va parler de Ammar Saadani un peu et de Ahmed. On n'y échappera pas. Absolument, on n'y échappe pas. C'est mieux que de l'avoir comme Premier ministre. Donc, alors Ahmed Yahya a pris la parole récemment en tant que secrétaire général du RND pour répondre un peu aux accusations de Ammar Saadani. Il a pris encore une fois la défense du général Toufir. Qu'est-ce que ça vous inspire, Akram, que Ahmed Yahya soit toujours là pour défendre l'ancien patron du DRS? En fait, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de le faire. Déjà, il est obligé de s'opposer à Saïdani parce qu'on lui a demandé de s'opposer à Saïdani. Ouais. Et dans le on avec c'est qui? C'est le on royal. On lui aurait, on va dire les mêmes qui ont instigé la pétition, etc. Et donc il était obligé de le faire. Et dans le package, il y avait la défense de Toufir et de Belkhadem. En fait, Saadani est tellement grotesque. D'ailleurs, une des premières réactions que j'ai lues sur Facebook, c'est Hiroshima, c'est Toufir. C'est-à-dire, il est tellement grotesque dans sa mise en accusation de Toufir qu'il est en train presque de le laver, alors que on peut avoir une autre perception du rôle néfaste qu'a joué la police politique durant tout le règne de Toufir, mais la manière dont Saadani est en train de monter, est en train de créer un courant de sympathie inattendu pour Toufir. Alors, du coup, où Yahya était à l'aise. Il faut le dire, il était à l'aise pour défendre Toufir. Abed Sharaf, est-ce que comme les autres, ça vous aspire de la sympathie pour le général Toufir? Non. Enfin, de toute façon, Toufir n'est pas capable de sympathie, donc ça pose pas de problème. Non, moi, ce que je note, c'est que publiquement, le pouvoir s'exprime par 2 voix qui sont assez discordantes. Donc, il y a Saïdani qui tire sur Toufik Mediane et sur Belkhadem. Ça me pousse à me poser la question, est-ce que ces 2 hommes sont toujours aussi influents? Ce qui serait quand même quelque chose d'assez nouveau. En Algérie, quand on sort de l'appareil, on n'est plus rien. Pourquoi on sent le besoin de leur tirer dessus? Deuxième chose, Yahya a apporté des correctifs à ce qu'a dit Saadani. Donc, est-ce que Saadani a mêlé le message qu'il a été chargé de transmettre avec ses propres désirs? C'est probable. L'histoire de Nekaz, à mon avis, c'est un règlement de compte très personnel. Mais ça suppose que pourquoi on sent le besoin d'éliminer ou de maintenir à la marge Toufik et Belkhadem? Ça veut dire que on va vers des élections. Là, Belkhadem peut être influent. Dans une élection législative, il peut être influent parce que il a une partie de l'appareil du FLN qui serait prête à le soutenir. Ça suppose que l'élection législative, c'est une plateforme à partir de laquelle va se faire la succession de 2019 ou l'élection ou le maintien, le 5e mandat. Donc, c'est cette logique-là qui est en train de se dérouler. Et donc, les éléments se mettent en place progressivement, ce qui m'amène à dire que il faut écouter ce que dit Saïdani. C'est pas parce que c'est précieux ou là parce que c'est des idées politiques qui vont rester dans l'histoire, mais c'est parce que ça indique
ça donne des indications très précises sur ce qui risque, sur ce qui va se passer. En même temps, c'est trop mélangé avec des considérations très personnelles de Saadani. Apparemment, c'est ce qu'ils se disent, c'est-à-dire ça charge contre Toufik et provenu de France, c'est-à-dire parce que il faut débroussailler tout ça. Voilà, de ce qu'a dit Saadani, on retient deux choses. Il tire sur Belkhadem, il tire sur Toufik. Ces deux hommes sont-ils capables d'influer sur la décision politique? Dans quelle mesure? Et pourquoi on veut les éliminer? Le reste, ce n'est pas important. On ne terminera pas cette émission sans parler d'un débat. Je voudrais quand même ajouter pourquoi le discours de Saadani a posé problème cette fois-ci. Vous avez quand même le général Gaïd Salah qui a imposé le silence dans la troupe. Et quand Ammar Saadani vient taper sur un général qui a encore des amis dans l'appareil, ce que reçoivent les généraux consomment de terre, c'est que vous vous faites insulter et vous vous taisez. Et donc la loi de Gaïd, Monsieur Saadani l'a fracassé. Voilà. Donc c'est important de le dire. On ne terminera pas cette émission sans parler d'un sujet qui nous tient peut-être tous à cœur. Le 10 octobre, c'était la journée mondiale contre la peine de mort. Et comme chaque année, l'Algérie, plusieurs associations qui actives dans notre pays militent pour l'abolition de la peine de mort. L'Algérie ne l'a pas abolie. L'Algérie suspend l'abolition de la peine de mort depuis 1993. Osera-t-on un jour l'abolir, Hassan Qadi? À mon avis, ça arrivera. C'est dans le cours de l'histoire. C'est la tendance naturelle. Il y a 2 siècles, il n'y avait aucun pays qui interdisait la peine capitale, qui l'avait abolie. Aujourd'hui, il y a une majorité de pays dans le monde, j'espère ne pas me tromper en disant ça, qui ne pratiquent pas. Voilà. 3 pays musulmans, Turquie, Sénégal et Djibouti. Voilà, c'est bien de le rappeler. Donc c'est la tendance dans le monde, et je pense que si il y a un moratoire sur les exécutions en Algérie qui a été pris par le général Zaroual, président de l'État, au milieu des années 90. Alors même que les cours spéciales condamnaient à mort à tour de bras de manière industrielle, c'est parce que je pense qu'il y a un dérapage qu'il fallait éviter, et c'est un moment important que cela a été pris au moment où il y avait des morts dans la société. Vous précisez que les derniers exécutés sont les auteurs de l'attentat contre l'aéroport de 92. Sont les supposés exécutants de l'attentat. J'ai assisté au procès. J'ai jamais été convaincu de leur culpabilité. Vous êtes pour ou contre la peine de mort, Akram Khalif? Non, je suis contre. Contre la peine de mort? Je suis contre. Et qu'est-ce que vous pensez du débat qui existe aujourd'hui en Algérie? Puisqu'on parle toujours de l'aspect religieux qui empêcherait les autorités d'aller vers l'abolition. Bon, l'aspect religieux insiste aussi sur l'existence d'une justice sur terre et d'une justice divine. Donc, il faut l'évacuer. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a surtout pas à instaurer la peine de mort en Algérie. En fait, le débat, c'est moins les abolitionnistes qui le portent actuellement en Algérie que ceux qui veulent rétablir la peine de mort à chaque fait terrible où un gosse, un enfant se fait tuer. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte aussi que c'est parfois des histoires familiales. Donc, les choses ne sont pas aussi simples. Et donc, le débat sur la peine de mort n'est pas sur l'abolition actuellement, mais sur la levée du moratoire. C'est ça qui est dominant. Et du coup, il vaut mieux s'attacher à dire on maintient le moratoire en attendant de pouvoir abolir. C'est quelque chose d'important. Il faut pas que le pouvoir politique tel qu'il est cède aux appels qui se multiplient, etc. Est-ce que ça vous passionne un peu le débat sur la peine de mort en Algérie? Est-ce que ça vous intéresse d'emblée? Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur l'abolition. Il y a une vague d'émotions qui a succédé à des crimes atroces. Et donc, c'est le moment le moins indiqué pour débattre de la peine de mort. C'est un sujet qui est trop lourd, qui doit être débattu ailleurs, dans d'autres moments. Et à la limite, je serais aujourd'hui contre ce débat. Le rôle des gens le rôle des politiques, des porteurs d'idées, c'est d'imposer ou de mener à des débats qui sont très avancés. Mais je suis obligé d'admettre qu'il y a des sociétés dans lesquelles un débat
peut être très contre-productif parce que l'état de la société, on sort d'un traumatisme d'une décennie de morts, de guerre civile. On est dans une autre société, c'est post-guerre civile. Tous les traumatismes de la décennie 90, nous sommes en train de les subir aujourd'hui avec cette montée effrayante de la violence. Et donc, c'est pas le moment. Il y a d'autres pays qui ont eu ces expériences qui peuvent être intéressantes à lire, à étudier. Mais moi, je reste extrêmement admiratif devant ce qui se passe en Colombie. C'est un mouvement de fond. Enfin, un mouvement de fond, non, mais c'est une élite qui a choisi d'aller dans une direction. L'opinion est contre eux, mais ils maintiennent tranquillement leur démarche et je trouve ça très intéressant. C'est cet esprit d'apaisement plutôt que de passion et d'émotion qui devrait dominer. Merci beaucoup Abed Chalef, Ihsan Qadi, Saïd Jafari, Akram Kharif d'avoir répondu à nos questions. Le CPP, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 19h. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.